Trevor Walker pressa son front contre la vitre de l'avion, observant les nuages dériver en dessous de lui comme du coton effiloché. Le voyage d'affaires à Seattle avait été épuisant. 3 jours de négociations avec des fournisseurs pour son atelier de meubles sur mesure, le genre de travail qui payait bien mais vidait son âme. Son téléphone vibra, un message de son frère Oscar. « Rentre à la maison tout de suite. Vérifie la caméra du garage ?» L'estomac de Trevor se noua. Oscar n'envoyait jamais de message comme ça. Son frère était le calme, le comptable stable qui mesurait ses mots comme il mesurait les chiffres. Les doigts de Trevor tremblèrent en ouvrant l'application de sécurité sur son téléphone. La caméra du garage. Il l'avait installée 6 mois plus tôt après que quelqu'un eût cambriolé des garages du quartier. Il n'avait jamais vraiment regardé les images. La vidéo se chargea. La vision de Trevor se rétrécit. Sa fille de 8 ans, Emma, était agenouillée sur le sol en béton du garage, ses petits genoux enfoncés dans un éparpillement de verre brisé, du sang formant une flaque sombre en dessous d'elle. Randolph Sears, son beau-père, se tenait au-dessus d'elle, les bras croisés, son visage buriné, tordu en quelque chose que Trevor n'avait jamais vu auparavant, du mépris pur. Le visage d'Emma était strié de larmes, tout son corps tremblait. « Excuse-toi d'être né !» La voix de Randolph sortit petite mais claire du haut-parleur du téléphone. Trevor ne pouvait plus respirer. La bouche de sa fille bougea. De petits sanglots s'échappèrent. Mais elle ne pouvait former de mots à travers la douleur et la peur. Sa femme Anna apparut dans le cadre, marchant aux côtés de Randolph. Elle tenait une tasse à mesurer en verre. Trevor observa, son esprit se brisant, tandis qu'elle la laissait tomber délibérément sur le béton. Elle se brisa. Anna ramassa les plus gros morceaux et les tendit à son père. « Ajoute les morceaux de la cuisine, » dit Anna. Sa voix était stable, calme comme si elle discutait d'une liste de courses. Randolph prit les éclats de verre et les plaça délibérément devant Emma. « Avance, agenouille-toi sur cela. » Derrière eux, Trevor pouvait voir les autres. Sa belle-mère Eunice Sears, les frères d'Anna, Stanley et Philip Sears, la femme de Stanley, Hazel, la petite amie de Philip, Kelly, même la sœur de Randolph. Trudy, ils se tenaient en un demi-cercle lâche, observant. 3 d'entre eux tenaient des téléphones en l'air. « Filment, s'il vous plaît. » Gémit Emma, « S'il vous plaît. »« Papa, ton papa n'est pas là, » la coupa Randolph. « Et tu dois apprendre que dans cette famille, nous ne tolérons pas le manque de respect. » Les mains de Trevor tremblèrent si violemment qu'il faillit lâcher son téléphone. Sa fille Emma, la petite fille qui collectionnait des cailloux et leur donnait des noms, qui s'endormait en tenant sa main chaque soir, qui riait si fort aux mauvaises blagues que du lait sortait de son nez. Il regarda l'horodatage. 18 minutes plus tôt, Trevor se leva abruptement, renversant son sac d'ordinateur dans l'allée. L'homme d'affaires à côté de lui sursauta en se réveillant. « Monsieur, nous sommes encore en vol. » Trevor se dirigeait déjà vers l'avant de l'avion. Une hôtesse de l'air s'interposa, son sourire professionnel en place. « Monsieur, vous devez retourner à votre siège. J'ai besoin de parler au pilote maintenant. Ce n'est pas possible. S'il vous plaît. » Trevor se pencha près d'elle, sa voix tombant à quelque chose de froid et plat. « Ma fille de 8 ans est en train d'être torturée. J'ai une preuve vidéo. J'ai besoin d'un atterrissage d'urgence. Et si vous ne m'emmenez pas dans ce cockpit dans les 30 prochaines secondes, je défoncerai cette porte moi-même. Et vous pourrez expliquer à la FAA pourquoi vous avez empêché un père de sauver la vie de son enfant. » Le visage de l'hôtesse pâlit. Elle dut voir quelque chose dans ses yeux, quelque chose qui la fit croire à chaque mot. Elle décrocha le combiné mural. 2 minutes plus tard, Trevor se tenait dans l'encadrement de la porte du cockpit, parlant au capitaine. Il montra la vidéo, observant l'expression du pilote se durcir. « Nous sommes à 45 minutes de San Francisco, » dit le capitaine. « Mais il y a un aéroport régional à Reading. À 21 minutes. Je peux obtenir l'autorisation pour un atterrissage d'urgence. Faites-le » Tandis que l'avion virait, Trevor fit défiler ses contacts jusqu'à un nom qu'il n'avait pas regardé depuis 15 ans, Santiago Pope. La dernière fois qu'ils s'étaient parlé, Trevor avait dit à Santiago qu'il en avait fini avec cette vie, fini avec les choses qu'ils avaient faites ensemble pendant ces années floues entre le service militaire et la vie civile. Santiago avait compris. Il avait dit que si Trevor avait un jour vraiment besoin de lui, il n'avait qu'à appeler. Trevor appuya sur composeur. « Walker !» La voix de Santiago était exactement comme dans les souvenirs de Trevor, grave et enfumée. « Je ne pensais pas t'entendre à nouveau. J'ai besoin d'une faveur, une grosse. Parle-moi. » Trevor expliqua en phrases courtes et sèches. Il entendit la respiration de Santiago changer. « Donne-moi l'adresse, » dit Santiago. « J'y serai dans 90 minutes. »
J'atterris dans 45, j'y serai dans 2 heures. Peut-être moins. Trevor, qu'est-ce que tu veux que je fasse quand j'arrive ?» Trevor observa les nuages se disloquer en dessous de lui, révélant le patchwork des terres agricoles californiennes. Il pensa aux genoux d'Emma sur ce verre, à la cruauté désinvolte dans la voix d'Anna, aux membres de la famille qui filmaient comme si c'était un divertissement. « Assure-toi qu'ils ne partent pas, peu importe comment. Compris ?» La ligne se coupa. Trevor appela Oscar ensuite. « Bon sang. Trev, j'ai essayé de t'appeler. J'ai vu ça. J'atterris à Reading dans 15 minutes. Où es-tu ? J'ai conduit jusqu'à chez toi. Il ne me laisse pas entrer. » Randolph a ouvert la porte. Il a dit que c'était une affaire de famille et que je devrais partir. J'entends Emma pleurer de dehors. La mâchoire de Trevor se serra si fort que ses dents lui firent mal. « Reste là. S'ils essaient de partir, crèvent leurs pneus. Tous. Peu importe si tu dois appeler les flics et faire une scène. Trev, qu'est-ce que tu vas faire ? Tout ce qu'il faut. » L'avion atterrit brutalement sur la petite piste de Reading. Trevor était hors de son siège avant qu'il n'ait complètement arrêté de rouler. L'hôtesse essaya d'expliquer les procédures, mais Trevor était déjà à la porte de sortie. Une voiture de police et une ambulance attendaient sur le tarmac. Le pilote avait dû appeler à l'avance. Un jeune officier s'approcha. « Monsieur, nous comprenons qu'il y a une urgence avec votre fille. Alors, écartez-vous. » Trevor le dépassa en le poussant. Courant vers le terminal, il n'avait pas de bagages. Rien que son téléphone et son portefeuille, il trouva un chauffeur de taxi en train de fumer près de sa voiture, $300 pour m'emmener à San Francisco en moins de 2 heures. En liquide, le chauffeur regarda le visage de Trevor et jeta sa cigarette. Montés, ils filèrent sur l'I5, le compteur de vitesse poussant jusqu'à 145 km/h. L'esprit de Trevor bouillonnait de scénarios, de possibilités, de résultats. Il avait passé 6 ans dans les renseignements de l'armée, puis 3 années de plus à faire des choses pour des gens qui appréciaient la discrétion et les résultats. Il avait quitté ce monde quand Emma était née, s'était promis d'être un meilleur homme, un homme normal. Il fabriquait des meubles à la place, faisait des tables, des chaises et des étagères de ses mains, travaillait le bois en grains lisses et joints propres. C'était un travail honnête, simply. Mais ses mains se souvenaient d'autre chose aussi. Son téléphone sonna. « Santiago, je suis dehors chez toi. Ton frère est là. Il y a une Mercedes, 2 BMW et une Lexus dans l'allée. Je compte 8 adultes à l'intérieur, d'après les mouvements aux fenêtres. Les pleurs ont arrêté il y a 10 minutes. » Le sang de Trevor se glaça. « Qu'est-ce que tu veux dire par arrêter ? Je ne peux pas dire d'ici. Ça pourrait être bon ou mauvais. Tu veux que j'entre ? Non ? Attends-moi. 15 minutes. » Les 15 minutes les plus longues de la vie de Trevor passèrent comme des heures. Enfin, sa rue apparut. Le taxi s'arrêta dans un crissement de pneus. Trevor jeta des billets au chauffeur et sortit avant que la voiture ne soit complètement arrêtée. Santiago était adossé à un SUV noir, exactement comme dans les souvenirs de Trevor. Grand, maigre, avec ce genre d'immobilité qui suggérait une violence en attente, Oscar faisait les 100 pas à proximité, le visage pâle. « Porte d'entrée ?» demanda Trevor. « Verrouillée, verrou de l'intérieur ?» Santiago dit « La porte latérale du garage est ton meilleur pari. Tu veux que je… » Trevor se dirigeait déjà. Il essaya la porte latérale, verrouillée. Il recula et enfonça son talon dans la porte près de la poignée. Le cadre se fendit, 2 coups de pied de plus et elle céda. Le garage était vide sauf pour du sang sur le sol en béton, du sang frais, une traînée menant à la porte de la maison. Trevor la suivit. Il poussa la porte vers la cuisine. La maison était trop silencieuse. Sa maison, l'endroit où il avait poncé les sols et peint les murs, où il avait accroché les dessins d'Emma sur le réfrigérateur, où il lui avait appris à casser des œufs pour les pancakes du dimanche. Des voix dérivèrent du salon. Trevor se déplaça silencieusement dans le couloir. Des années d'entraînement reprenant le dessus, il pouvait les voir par l'entrebâillement de la porte. Tous les 8, assis dans son salon comme à une réunion décontractée. Randolph était assis dans le fauteuil inclinable de Trevor comme un roi sur un trône. Anna était perchée sur l'accoudoir du canapé, examinant ses ongles. Emma n'était visible nulle part. « Où est-elle » La voix de Trevor trancha leur conversation comme une lame. Ils se tournèrent. L'expression de Randolph ne changea pas. « Trevor, tu rentres tôt. Où est ma fille ? Dans sa chambre ?» dit Anna, sans lever les yeux de ses ongles. Elle avait besoin d'une leçon sur le respect. Trevor fit 3 pas dans la pièce. Tout le monde se raidit. Il pouvait le voir maintenant. Quoi que ce soit sur son visage, sortez de ma maison. Randolph sourit même. C'est une affaire de famille. Trevor,
Tu ne comprends pas comment nous faisons les choses dans notre famille. Anna a essayé de te le dire, mais tu n'as jamais écouté. Les enfants ont besoin de discipline. Une vraie discipline. Ton éducation molle était... Trevor traversa la distance restante en un éclair. Son poing connecta avec la mâchoire de Randolph avec un craquement qui résonna. Le vieil homme bascula en arrière. Le fauteuil se renversant, Stanley et Philippe bondirent. Mais Santiago apparut dans l'encadrement de la porte derrière Trevor et ils se figèrent. « Reste à terre », dit Trevor calmement à Randolph, qui se tenait le visage. « Asseyez-vous tous. Vous ne pouvez pas. » commença Anna. « J'ai dit, asseyez-vous. » Oscar apparut derrière Santiago. Téléphone en main. « Les flics sont en route. Je les ai appelés quand j'ai entendu les cris. » Trevor regarda sa femme, la femme qu'il avait épousée 7 ans plus tôt, qui lui avait souri à travers des cafés et ri de ses mauvais jeux de mots, qui avait pleuré des larmes de joie quand Emma était née. Il ne la reconnaissait plus maintenant. « Pourquoi ?» demanda-t-il. Anna rencontra enfin ses yeux. Elle avait besoin d'apprendre, comme j'ai dû apprendre. Les méthodes de papa fonctionnent. J'ai bien tourné. Trevor sentit quelque chose se briser en lui, un dernier fil d'espoir. « Tu penses que tu as bien tourné ?» Il n'attendit pas de réponse. Il monta les escaliers 3 marches à la fois jusqu'à la chambre d'Emma. Elle était allongée sur son lit, roulée en une petite boule, ses jambes bandées avec des serviettes de cuisine imbibées de sang. Ses yeux étaient ouverts mais vides, fixant le néant. « Emma !» La voix de Trevor se brisa. « Bébé, je suis là ?» Elle tourna lentement la tête. Quand elle le vit, quelque chose scintilla dans ses yeux, puis elle se mit à pleurer, de profonds sanglots secouant. Trevor la serra doucement dans ses bras. Attentif à ses blessures, « Je suis désolé. »« Papa » murmura-t-elle contre sa poitrine. « Je suis désolé d'être né. » Trevor serra sa fille et sentit quelque chose de froid et définitif s'installer dans ses os. Il entendit des sirènes approcher dehors. La police viendrait? Les ambulances viendraient? Il y aurait des rapports et des déclarations et des batailles pour la garde, des procédures judiciaires, des ordonnances de restriction, mais ce n'était que le début. Trevor Walker avait passé 15 ans à être un bonhomme, un homme pacifique. Il avait laissé derrière lui certaines compétences, certains contacts, certaines capacités. En regardant le visage taché de larmes de sa fille, le sang suintant à travers les serviettes enroulées autour de ses petites jambes, il prit une décision. Parfois, être un bon père signifiait être un mauvais homme. Et Trevor Walker savait exactement comment être mauvais. Le médecin des urgences, une femme fatiguée nommée docteur Ellen Whittaker, retira soigneusement les serviettes des jambes d'Emma. Elle inspira Sharply. « Ce n'était pas un accident ?» dit-elle en regardant Trevor. « Non, ce n'était pas. Je suis légalement obligée de le signaler. S'il vous plaît. Faites-le. » Emma était redevenue silencieuse, fixant le plafond pendant que docteur Whittaker travaillait. 37 morceaux de verre retirés, 16 points de suture au genou gauche, 23 au droit. Le médecin dit qu'elle avait de la chance. Les coupures étaient profondes, mais avaient manqué les tendons et vaisseaux principaux. De la chance, pensa Trevor. Sa fille de 8 ans avait de la chance. 2 officiers de police prirent sa déclaration. Il leur montra la vidéo. Il observa leur visage se durcir en la regardant. L'officier plus jeune, à peine 25 ans, s'excusa. Trevor l'entendit vomir dans la salle de bain. « Monsieur Walker, » dit l'officier plus âgé, « nous allons arrêter tout le monde présent dans la vidéo. Maltraitance d'enfants. Conspiration. Agression sur mineur. Le procureur ajoutera probablement d'autres charges. Bon, votre femme prétend que vous avez agressé son père. Je l'ai fait. » L'officier l'étudia. « Vous savez, nous devons prendre votre déclaration là-dessus aussi. Il était assis dans mon fauteuil chez moi après avoir torturé ma fille. Je l'ai frappé une fois. Si c'est une agression, accusez-moi. » L'officier ferma son carnet. « Entre vous et moi, j'ai une fille aussi, 8 ans, comme la vôtre. J'espère qu'ils leur jetteront le livre à tous. » À 2 heures du matin, Emma s'endormit enfin, sa petite main serrant celle de Trevor. L'hôpital voulait la garder pour la nuit en observation. Les services de protection de l'enfance avaient déjà été appelés. Une assistante sociale était venue et repartie, prenant des notes, promettant une visite le matin. Oscar était assis dans le fauteuil d'angle, faisant défiler son téléphone. Ça commence déjà. Anna a posté une caution, Randolph et les autres aussi. Ils prétendent que tu es instable, que tu les as attaqués sans provocation, qu'Emma s'est blessée elle-même et qu'ils essayaient d'aider. Trevor fixa le visage endormi de sa fille. Bien sûr qu'ils l'ont fait. Il y a plus. Randolph a un avocat, un bon. Il demande la garde d'urgence au nom d'Anna, prétendant que tu es un danger. Ils l'ont torturée. Je sais,
Mais Randolph a de l'argent, des connexions. Tu te souviens comment il est? Trevor se souvenait. Randolph Sears possédait 3 concessions automobiles dans le nord de la Californie. Il siégeait à des conseils de charité, jouait au golf avec des juges, donnait à des politiciens, le genre d'homme qui savait comment manipuler le système, qui comprenait que le pouvoir n'était pas une question de force. Mais de levier, ils ne l'auront pas, dit Trevor calmement. Oscar leva les yeux. Trevs, je connais ce ton. Quoi que tu penses, je pense à garder ma fille en sécurité. Le système judiciaire s'en occupera. Le système judiciaire? Trevor rit sans humour. Oscar, t'as vu la vidéo? 8 adultes regardent ma fille saigner. Ils l'ont filmée. Et ils sont tous libérés sous caution 12 heures plus tard. Déposant des motions pour la garde, tu penses que le système judiciaire va s'en occuper? Donc, quelle est ton alternative? Trevor ne répondit pas. Il pensait à l'expression sur le visage de Randolph dans cette vidéo, la cruauté désinvolte, la certitude absolue qu'il pouvait faire ce qu'il voulait. Santiago avait envoyé un message 1 heure plus tôt. « Je suis dans les parages si tu as besoin. » D'autres aussi. Dis juste le mot « d'autres ». Trevor savait ce que ça voulait dire. Le réseau de gens de son ancienne vie, ceux qui opéraient dans les espaces entre légal et illégal, qui résolvaient des problèmes que les tribunaux ne pouvaient pas toucher. Son téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu avec une pièce jointe vidéo. Il l'ouvrit, volume et mouette. C'était de l'intérieur de la maison familiale Sears. Randolph était assis à sa table de salle à manger, des compresses sur sa mâchoire, entouré de ses enfants et de leurs conjoints. La caméra tremblait. Quelqu'un avait laissé son téléphone en enregistrement sur une étagère ou un manteau. Il pense qu'il peut nous intimider. Randolph disait « C'est ce qui arrive quand on épouse en dessous de soi un militaire de rien qui joue avec du bois pour vivre. »« Papa, il a la vidéo ?» dit Anna nerveusement. « Et alors? Nous avons des avocats, nous avons notre histoire. Emma a toujours été une enfant maladroite. Elle n'est pas maladroite. Tu l'as forcée à s'agenouiller sur du verre, » intervint Stanley. « Surveille ton ton avec moi. Garçon, la voix de Randolph devint froide. Nous lui donnions une leçon, c'est ce que font les parents. Mon père me l'a fait, je vous l'ai fait, et vous le ferez à vos enfants quand vous en aurez. C'est comme ça que fonctionne notre famille. Comment nous maintenons la discipline et le respect? Mais Trevor Walker n'est personne, un homme sans argent de famille, sans connexion, sans pouvoir. Il fera du bruit, les tribunaux lui donneront des visites supervisées, et éventuellement, nous obtiendrons la garde complète d'Emma, alors nous pourrons l'élever correctement sans son interférence. Philippe parla, et s'il ne recule pas, Randolph sourit, alors nous le ferons. J'ai déjà parlé à mon avocat pour des accusations de harcèlement, des ordonnances de restriction. Nous le peindrons comme instable, violent. Au final, il aura de la chance de voir sa fille 1 fois par mois. La vidéo se termina, Trevor fixa son téléphone. Quelqu'un dans cette maison avait enregistré ça et le lui avait envoyé, un avertissement peut-être, ou de l'information. De toute façon, ça confirmait ce qu'il savait déjà. Le système judiciaire ne sauverait pas Emma. Les batailles pour la garde prenaient des mois, parfois des années. Et des hommes comme Randolph savaient comment manipuler ces batailles, comment les prolonger, comment gagner par usure et avocat cher. Emma remua dans son sommeil, gémissant, même inconsciente. Elle avait peur. Trevor prit sa décision. Il envoya un message à Santiago. « Demain, on parle. » La réponse vint immédiatement. « J'amènerai les autres. » Oscar l'observait. « Trev, s'il te plaît, dis-moi que tu n'es pas sur le point de faire quelque chose de stupide. » Trevor regarda son frère. « Je suis sur le point de faire quelque chose de nécessaire. Il y a une différence entre justice et vengeance. Peut-être, mais là tout de suite, je me fiche de la différence. Je me soucie de m'assurer que ma fille n'ait plus jamais à voir ces gens. De m'assurer qu'ils ne puissent pas lui faire de mal, de m'assurer qu'ils comprennent qu'il y a des conséquences pour ce qu'ils ont fait. Les tribunaux leur donneront une probation et des visites supervisées, peut-être du service communautaire. Des hommes comme Randolph ne vont pas en prison pour ça. Tu le sais? Ils le savent. C'est pourquoi ils n'ont pas peur. » Oscar resta silencieux un long moment. « Alors, qu'est-ce que tu as besoin que je fasse? » « Rien. Ce n'est pas ton combat. C'est ma nièce. Ça en fait mon combat aussi. » Trevor sentit quelque chose de serré dans sa poitrine se relâcher légèrement. « Merci, mais j'ai besoin que tu restes propre. Quelqu'un doit pouvoir s'occuper d'Emma si ça tourne mal. » « Si quoi tourne mal ?» Trevor ne répondit pas. Il planifiait déjà. La réunion eut lieu dans un entrepôt au sud d'Oakland que Santiago possédait via diverses sociétés écrans. Trevor arriva à l'aube, Emma en sécurité avec une amie de son groupe de soutien aux vétérans.
une femme avec 3 enfants qui avait été horrifiée par l'histoire. Santiago était là avec 3 autres. Mickey Stevens, qui avait travaillé dans la sécurité privée dans une douzaine de pays et connaissait des choses sur faire disparaître des gens. Gary Barr, qui avait passé 10 ans dans les renseignements de l'armée avant de passer au privé. Et Jay Gillespie, un avocat spécialisé dans les affaires qui n'allait jamais au tribunal. « Montre-leur », dit Santiago. Trevor diffusa la vidéo du garage, puis celle de la salle à manger. Personne ne parla jusqu'à ce que les deux soient finis. « Bon sang », dit enfin Mickey. « Quel âge a ta fille ? 8 ans ?» Et la femme était dans le coup, lui a tendu le verre. Gary s'adossa à sa chaise. La voie légale va être chaotique. Un riche comme Randolph, il aura des avocats qui peuvent traîner ça pendant des années. Au mieux, tu obtiens la garde complète éventuellement. Au pire, il utilise ses connexions pour te peindre comme l'instable. Je sais, Jay tapa son stylo contre son bloc-notes. Je peux aider avec la bataille pour la garde, déposer des motions d'urgence, des ordonnances de restriction, mais Gary a raison. Des hommes comme Randolph savent de manipuler le système, et il a déjà une longueur d'avance avec son avocat. Je ne suis pas intéressé par la voie légale, dit Trevor. Au moins pas principalement. Santiago sourit. Ce n'était pas un sourire agréable. Maintenant on parle. Qu'est-ce que tu veux ? Je veux qu'ils comprennent ce qu'ils ont fait. Je veux des conséquences qu'ils ne puissent pas acheter pour s'en sortir. Je veux qu'ils ressentent ce qu'Emma a ressenti. Vengeance, dit Mickey. Justice, corrigea Trevor. Le genre que les tribunaux ne délivrent pas. Guidez-nous à travers ce que tu penses, dit Santiago. Trevor sortit son ordinateur. Il avait passé la nuit à rechercher, planifier, utilisant des compétences qu'il pensait avoir laissées derrière. Randolph Sears, 61 ans, possède 3 concessions automobiles, valeur nette estimée à 45 millions de dollars. À ses doigts, dans beaucoup de tartes. Connexion au conseil municipal. Conseil de charité, adhésion à des clubs de country, c'est son armure. C'est ce qui lui fait penser qu'il est intouchable. Donc, on enlève l'armure, dit Gary, comprenant. On enlève tout, mais on le fait intelligemment. Rien qui revienne sur moi, rien qui compromette l'affaire de garde d'Emma. En fait, tout ce qu'on fait doit renforcer ma position. Jay hocha lentement la tête. Je peux travailler avec ça ? Quel est le plan ? Trevor ouvrit un dossier. À l'intérieur, des relevés financiers, des documents d'affaires, des captures d'écran de réseaux sociaux. Il avait été occupé, les concessions de Randolph. Sur papier, elles sont réussies, mais j'ai accédé à certains relevés. Comment ? Interrompit Mickey. Trevor sourit. J'ai appelé quelqu'un qui me devait une faveur des vieux jours. Il s'avère que Randolph truque ses livres. Fraude fiscale, beaucoup. L'IRS serait très intéressé. C'est de la vengeance légale, dit Santiago. Je pensais que tu voulais qu'il le ressente. C'est l'étape 1. Détruire son entreprise. Sa réputation, son coussin financier, enlever son pouvoir. Puis Trevor sortit un autre dossier. Ensuite, on devient créatif. Il leur montra le plan. Tout. Les hommes autour de la table écoutèrent, leurs expressions passant de la surprise à l'approbation à quelque chose de plus sombre. C'est Jay Pause. C'est vicieux. Est-ce légal ? Demanda Trevor. Des parties existent dans une zone grise, d'autres sont définitivement illégales, mais si on est prudent, si on compartimente correctement, rien ne pointe vers toi et eux. Trevor demanda. Est-ce que ça les blesse comme ils ont blessé Emma ? Les hommes se regardèrent. Santiago parla pour tous. Oui, Trevor ? Ça le fait, mais tu dois être sûr. Une fois qu'on commence ça, on ne peut pas revenir en arrière. Trevor pensa au visage d'Emma alors qu'elle s'agenouillait sur ce verre, à la façon dont Anna avait tendu plus d'éclat, comme si de rien n'était, aux 8 personnes qui avaient regardé et filmé et n'avaient rien fait. Je suis sûr. Alors, au travail, dit Santiago. Le plan se déroula en étapes. Jay commença les papiers légaux, motion d'urgence pour la garde, ordonnance de restriction, rapport formel de maltraitance d'enfants au procureur. C'était le niveau de surface, le combat légitime. En dessous, le vrai travail commença. Gary appela des contacts à l'IRS, anonymement les informant d'irrégularités dans les déclarations d'affaires de Randolph Sears. Pas assez pour prouver l'implication de Trevor. Juste des citoyens concernés rapportant des activités suspectes. Mickey commença la surveillance sur la famille Sears, documentant leurs mouvements, leurs habitudes, leurs vulnérabilités. Et Trevor observa Emma revenir lentement à elle-même. Elle ne demanda pas pour sa mère. Elle avait des cauchemars. Elle sursautait quand quiconque haussait la voix, mais elle tenait constamment sa main comme si elle avait peur qu'il disparaisse. Le premier coup tomba une semaine plus tard.
L'IRS annonça un audit de toutes les 3 concessions Sears. L'avocat de Randolph appela une coïncidence, motivée politiquement, une distraction du vrai problème du comportement violent de Trevor. Mais l'audit était réel et approfondi, et ce qu'ils trouvèrent était accablant. 2 semaines après ça, l'histoire frappa les nouvelles locales, homme d'affaires prominent sous enquête pour fraude fiscale. Channel 5 avait obtenu des documents montrant des années de dépenses gonflées, revenus cachés, relevés falsifiés. L'image soigneusement construite de Randolph commença à craquer. Trevor observa depuis le lit d'hôpital d'Emma. Elle avait dû retourner pour une infection dans une de ses blessures. Tandis que Randolph donnait une conférence de presse, niant tout, l'homme semblait plus petit d'une certaine façon, sa confiance ébranlée. « Est-ce que c'est l'homme méchant ?»« Papa ?» demanda Emma calmement. Trevor caressa ses cheveux. « Oui, bébé, mais il ne peut plus te faire de mal. Promise. Je promets. » Et Trevor Walker tenait toujours ses promesses, mais l'enquête financière n'était que le début. Trevor avait appris la patience dans l'armée, appris que les meilleures opérations étaient celles qui se déroulaient lentement, chaque pièce se connectant à la suivante de façon que l'ennemi ne voyait pas jusqu'à ce qu'il soit trop tard. Randolph Sears et sa famille avaient fait une erreur fondamentale. Ils pensèrent que Trevor n'était personne. Pas de connexion, pas de pouvoir, pas de capacité à riposter. Ils avaient oublié que les hommes les plus dangereux n'étaient pas ceux avec un pouvoir évident. Ils étaient ceux qui savaient opérer dans l'ombre, qui comprenaient que le vrai pouvoir n'était pas ce qu'on avait, mais ce qu'on était prêt à faire, et Trevor Walker était prêt à faire tout ce qu'il fallait pour protéger sa fille. La guerre venait juste de commencer, et la famille Sears n'avait aucune idée de ce qui arrivait. 3 semaines après l'incident, Trevor s'assit en face d'un juge de la famille. Emma était avec Oscar, en sécurité, guérissant lentement. Les blessures physiques se refermaient, mais Trevor pouvait voir les dommages psychologiques chaque fois qu'elle se réveillait en hurlant de cauchemar. Chaque fois qu'elle sursautait à des mouvements soudains. L'avocate Edana, une femme aux yeux perçants nommée Gabriella Simmons, argumentait pour des visites supervisées. « Votre honneur, ma cliente regrette profondément l'incident. Cependant, elle maintient que la réponse violente de M. Walker, agressant son père âgé, démontre un pattern d'instabilité. Madame Walker veut simplement voir sa fille pour reconstruire leur relation. » Jay Gillespie se leva. « Votre honneur, la preuve vidéo montre clairement Madame Walker participant activement à la torture d'un enfant de 8 ans. Elle n'était pas spectatrice. Elle a fourni des éclats de verre supplémentaires pour que sa fille s'agenouille dessus. La réaction de mon client était celle de n'importe quel père témoin de l'abus de son enfant. Le juge, un homme sévère nommé Sterling Hayes, revit la vidéo. Trevor l'avait observé la regarder 3 fois maintenant. Chaque fois, l'expression du juge se durcissait. « Mademoiselle Simmons, » dit le juge Hayes, « j'ai revu toutes les preuves. La vidéo est perturbante. 8 adultes, y compris votre cliente, ont participé ou assisté à ce qui ne peut être décrit que comme la torture d'un enfant mineur. L'enfant a requis 39 points de suture et, selon l'évaluation psychologique, souffre de SSPT. Votre honneur, si je peux, vous ne pouvez pas. » La voix du juge était glaciale. Les visites supervisées sont refusées. Tout contact entre Madame Walker et l'enfant mineur est suspendu en attendant les résultats des procès criminels. M. Walker obtient la garde temporaire complète. Nous reverrons cela dans 6 mois. Le visage de Gabriella Simmons se crispa, mais elle hocha la tête. De l'autre côté de l'allée, Anna resta parfaitement immobile, son expression indéchiffrable. Trevor sentit un poids se lever légèrement. Pas la victoire, pas encore, mais du progrès. Dehors du tribunal, Jay le prit à part. Ça s'est mieux passé que prévu? Le juge Hayes a une réputation d'être par le livre, mais il est aussi père. La vidéo a fait la plupart de notre travail, et les charges criminelles, le procureur avance avec des charges de maltraitance d'enfants contre les 8 adultes présents. Randolph en prend le pire. Maltraitance d'enfants criminels, conspiration, aggression. Il risque une vraie prison si condamné. Si, l'expression de Jay s'assombrit, des hommes riches, avec de bons avocats, voient rarement l'intérieur d'une cellule. Au mieux, il plaide pour une charge moindre, obtient une probation. Au pire, ses avocats font rejeter les charges sur une technicité. Trevor s'y attendait. Alors on s'assure qu'ils perdent tout le reste. L'audit IRS avance. J'ai des sources qui disent qu'ils ont trouvé assez pour déposer des charges criminelles. Évasion fiscale, fraude et... Tout s'est séparé de l'affaire de maltraitance d'enfants. Bon. Quoi d'autre? Jay jeta un œil autour, baissa la voix. Santiago voulait que je te dise que la phase 2 est prête quand tu donnes le mot « phase 2 ».
Trevor avait passé des heures à la planifier avec l'équipe. C'était élégant dans sa cruauté, parfaitement adapté pour faire comprendre à la famille Sears exactement ce qu'ils avaient fait. « Pas encore » dit Trevor. « Laisse la pression légale monter, laisse-les penser qu'ils mènent une bataille normale, et puis, alors on leur montre ce qu'est un vrai combat. » Ce soir-là, Trevor s'assit avec Emma pendant qu'elle dînait. Elle ne pouvait toujours pas s'agenouiller correctement, donc ils s'assirent sur le canapé avec des plateaux. Elle avait été silencieuse toute la journée, poussant la nourriture autour de son assiette. « Papa » dit-elle enfin. « Oui, bébé, est-ce que maman est fâchée contre moi ?» Le cœur de Trevor se brisa un peu plus. Il posa sa fourchette, choisissant ses mots avec soin. « Maman a fait de très mauvais choix, des choix d'adultes qui t'ont blessé. Ce n'est pas ta faute. Rien de ce qui s'est passé n'est ta faute. Mais elle a dit que j'étais irrespectueuse, que j'avais besoin d'apprendre. Emma, regarde-moi. » Trevor attendit jusqu'à ce que ses yeux rencontrent les siens. « Il n'y a rien que tu puisses faire qui te ferait mériter ce qui s'est passé. Tu m'entends? Tu es parfaite exactement comme tu es. » Des larmes montèrent dans ses yeux. Alors pourquoi l'ont-ils fait? Comment expliquer le mal à une enfant de 8 ans? Comment lui dire que parfois les gens sont brisés de façon qui ne peuvent pas être réparées? Que la cruauté peut se transmettre comme de la génétique? Parfois les gens sont malades dans leur tête, dit Trevor prudemment, pas le genre de malade que les docteurs peuvent réparer. Le genre qui les fait blesser les gens. Ton grand-père, Randolph, il est malade comme ça, et il a rendu ta maman malade aussi. Peut-elle guérir? Trevor pensa au visage d'Anna dans cette vidéo, à la façon désinvolte dont elle avait tendu le verre. Je ne sais pas, bébé, j'espère que oui, mais jusqu'à ce qu'elle le fasse, elle ne peut pas être près de toi. Emma hocha lentement la tête, puis « Papa, est-ce que tu vas leur faire du mal en retour ?» La question surprit Trevor. « Qu'est-ce qui te fait demander ça? Tu as ce regard. Celui que l'oncle Oscar dit signifie que tu planifies quelque chose. » Trevor sourit malgré lui. Sa fille était trop perspicace. « Je m'assure qu'il ne puisse plus te faire de mal. Ce n'est pas la même chose. »« Non, ce n'est pas... » Emma fut silencieuse un moment, puis elle s'appuya contre son épaule. « Je ne veux pas que tu partes comme maman l'a fait. Je ne vais nulle part. Je promets. Promise. Promise. » Elle sembla satisfaite de ça, retournant à son dîner, mais Trevor savait qu'il marchait sur une ligne dangereuse, ce qu'il planifiait, ce qu'il avait mis en motion, si ça tournait mal. Si quoi que ce soit remontait jusqu'à lui, il pourrait perdre Emma pour toujours. Pas à la famille Sears, mais au système, à la famille d'accueil, à la garde de l'État. Il devait être plus intelligent que ça, devait être prudent, devait s'assurer que chaque action, chaque mouvement était introuvable. Le lendemain matin, pendant que Emma était à son rendez-vous de thérapie, session ordonnée par le tribunal avec un psychologue pour enfants. Trevor rencontra l'équipe à nouveau. Randolph saigne de l'argent, rapporte à Gary. L'audit IRS a gelé ses comptes en attendant l'enquête. Il a dû prendre des prêts pour payer les salaires aux concessions. Son crédit plonge. Le mot sur les charges de maltraitance d'enfants est sorti aussi. Les clients ne se prestent pas exactement pour acheter des voitures à un gars accusé de torturer sa petite fille. Ses avocats, demanda Trevor, « Cher, il brûle du cash vite. » Gary sourit. À ce rythme, il sera en faillite avant que le procès criminel ne commence. Mickey sortit des photos de surveillance. La famille se fracture. Stanley et sa femme ont déménagé de la maison principale. La petite amie de Philippe l'a quitté. Elle ne voulait rien avoir à faire avec le scandale. Eunice boit beaucoup. Le stress les atteint. « Bon, » dit Trevor. « Qu'en est-il d'Anna, vivant toujours avec ses parents? Pas de travail. Elle a quitté son poste de réceptionniste quand l'histoire a éclaté. Elle est isolée, amère. Te blâme pour tout. » Santiago se pencha en avant. « La question est, jusqu'où on pousse? Le système judiciaire fait la plupart de notre travail. Randolph va perdre tout par des canaux légitimes. Presque tout, corrigea Trevor. Mais pas assez. Il pense toujours que c'est à propos d'argent et de réputation. Il ne comprend pas ce qu'il a vraiment pris à Emma. Donc, on lui fait comprendre, dis-je calmement. Phase 2, hocha Trevor. Phase 2. Mais on doit être chirurgical. Pas de dommages collatéraux. Rien qui pourrait exploser sur l'affaire de garde d'Emma. Guidez-nous à travers encore une fois, dit Santiago. Trevor exposa le plan en détail. C'était complexe, multicouche, conçu pour frapper la famille Sears, où ils ne s'y attendaient jamais. Pas leur argent, ça disparaissait déjà. Pas leur réputation détruite? Non. La phase 2 visait quelque chose de beaucoup plus personnel. Leur sentiment de sécurité,
Leur certitude qu'ils étaient intouchables, leur compréhension du monde et de leur place dedans. Quand Trevor finit d'expliquer, la pièce fut silencieuse. C'est... Mickey secoua la tête. C'est de la guerre psychologique. Oui, agréa Trevor. C'est ça? La question est, êtes-vous toujours partant? Parons. Ils hochèrent la tête. Alors, commençons. La phase 2 commença petit. Randolph commença à recevoir des paquets chez lui. Livraisons anonymes. Le premier contenait un ours en peluche couvert de faux sang avec une note. Elle avait 8 ans. Le deuxième paquet, livré 3 jours plus tard, était une chaussure d'enfant remplie de verres brisés. Le troisième était un enregistrement audio seulement, la voix d'Emma de la vidéo du garage les suppliant d'arrêter. En boucle pendant 30 minutes, Randolph appela la police. Ils prirent des rapports, les classèrent, ne pouvaient pas tracer les paquets. Ils avaient été envoyés de différents endroits, payés en liquide. Pas d'empreinte, mais Trevor savait que les paquets fonctionnaient quand il vit le visage de Randolph aux nouvelles. Hagard et pâle, parlant de harcèlement et de traque, l'homme qui avait semblé si confiant en torturant une enfant de 8 ans sautait maintenant aux ombres. Anna commença à recevoir des paquets aussi factures médicales, fausses mais réalistes, détaillant le coût du traitement de blessures ovaires, un dessin d'enfant d'une famille avec la mère gribouillée, un miroir brisé en morceaux avec une note « Regarde ce que tu es devenu ». Stanley et Philip eurent leur propre message. Photos de leur maison prise de dehors la nuit, photos d'eux au travail, faisant des courses, vivant leur vie. Un message simple. Nous regardons. La pression psychologique monta. La famille Sears s'arrêta de bien dormir. Ils installèrent des systèmes de sécurité, engagèrent des gardes, regardaient constamment par-dessus leur épaule, et à travers tout ça, Trevor n'était jamais là, jamais visible. Ses mains étaient propres. Il avait des alibis, des activités légitimes, des apparitions au tribunal pour l'affaire de garde. Les paquets n'étaient pas illégaux exactement, dérangeants. Oui, harcelants peut-être, mais rien qui pouvait être poursuivi. Rien qui mettait quiconque en danger, juste des rappels constants, escaladant de ce qu'ils avaient fait. 4 semaines dans la phase 2. Philippe craqua. Il se présenta au bureau de Jay, échevelé et tremblant. « Je veux un accord ?» dit-il. « Je témoignerai contre mon père. Leur dirai tout. Faites juste que ça s'arrête. » Jay appela Trevor. Philip Sears veut retourner sa veste. Il est terrifié, paranoïaque, à peine fonctionnel. Il pense que quelqu'un va le tuer. Qu'est-ce que tu lui as dit? Que je passerai son offre au procureur. Ce que je ferai, mais Trevor, s'il témoigne, ça renforce l'affaire criminelle significativement. Randolph va en prison. Bon, est-ce que c'est assez? Sommes-nous finis avec la phase 2? Trevor pensa au cauchemar d'Emma, à la façon dont elle ne pouvait toujours pas marcher correctement, aux cicatrices qu'elle porterait pour la vie. Physiques et psychologiques, pas encore, une chose de plus, les finales. Trevor, fais-moi confiance? Jay, une chose de plus, puis on est fini? Le final requérait un timing parfait et les compétences uniques de Santiago. Ça impliquait 3 jours de préparation, une douzaine de pièces mobiles et absolument 0 marge d'erreur. Un jeudi soir, exactement 2 mois après l'incident du garage, chaque membre de la famille Sears reçut une convocation à la maison principale de Randolph. Le message prétendait venir de leur avocat, réunion familiale urgente concernant l'affaire criminelle. Ils vinrent tous, Randolph, Eunice, Anna, Stanley et sa femme, Philippa. Trudy, tous les 8 qui avaient été dans ce garage, quand ils arrivèrent, ils trouvèrent la maison vide, juste une note dans le salon, allez au garage. Trevor observa depuis son ordinateur tandis qu'il marchait à travers son ancienne maison, la maison qu'il avait cédée à Anna dans un règlement de divorce rapide, ne prenant rien que son équipement d'atelier de meubles et les affaires d'Emma. Santiago avait forcé l'entrée des heures plus tôt, installé des caméras cachées, arrangé tout. Le garage était sombre. Quand ils allumèrent à la lumière, ils le virent. Le sol avait été couvert de verres brisés, des centaines de morceaux scintillants dans la lumière fluorescente, dure, et au centre, 8 cercles, 8 espaces exactement la taille de genoux humains. Projeté sur le mur du garage était la vidéo, leur vidéo, Emma s'agenouillant, saignant, sarpliant. Un haut-parleur crépita. La voix de Santiago, déguisée par un modulateur. Vous avez 5 minutes pour expérimenter ce qu'elle a expérimenté. Agenouillez-vous dans vos cercles. Tous, maintenant. C'est insensé, dit Randolph, mais sa voix tremblait. On appelle la police. Vos téléphones ne marcheront pas. Brouillés. Les portes sont verrouillées. Vous avez 2 choix. Agenouillez-vous pour 5 minutes ou attendez le gaz. Le gaz,
La voix de Nice était haute de panique. La maison est piégée, non létale, mais vous serez inconscient en 30 secondes. Quand vous vous réveillerez, vous devrez quand même vous agenouiller ou on peut faire ça de la façon facile. Trevor les observa argumenter, paniquer, essayer les portes, regarder Anna pleurer, regarder Randolph essayer de maintenir le contrôle tout en étant clairement terrifié. Et puis un par un, ils s'agenouillèrent. Leurs cris, quand leurs genoux touchèrent le verre, étaient de la musique. 5 minutes. C'est tout ce que Santiago leur fit endurer. 5 minutes de ce qu'ils avaient infligé à une enfant de 8 ans pendant plus de 20 minutes. Quand ce fut fini, les portes se déverrouillèrent, la vidéo s'éteignit, un message final. Maintenant vous comprenez? N'oubliez pas. Trevor ferma son ordinateur. C'était fini. Santiago appela 10 minutes plus tard. Sortie propre. Pas de traces. Randolph a déjà appelé les flics. Mais il n'y a rien à trouver. On n'était jamais là. Merci. La chose est... Trevor, je pense qu'ils ont compris le message. Philippe hurlait à propos de confesser. Stanley s'est évanoui de douleur. Même Randolph pleurait. Ils comprennent maintenant. Trevor ne ressentit rien. Pas de satisfaction. Pas d'euphorie de vengeance. Juste une certitude froide que la justice, la vraie justice, avait été rendue. L'après légal vint rapidement. Philippe et Stanley coupèrent tous deux des accords. Témoignant contre Randolph en échange de charges réduites, l'affaire du procureur devint étanche. Randolph Sears fut condamné sur 7 chefs de maltraitance d'enfants criminels. Le juge, citant la preuve vidéo et le témoignage des propres fils de Randolph, le condamna à 12 ans de prison. Anna reçut 3 ans, suspendue avec probation. Elle fut interdite de contacter Emma jusqu'à ce qu'Emma ait 18 ans et choisisse d'initier le contact elle-même. Les autres reçurent probation à Mendes. Thérapie ordonnée par le tribunal, les entreprises de Randolph s'effondrèrent, l'IRS saisit ses actifs, les concessions furent vendues pour payer les dettes fiscales, la fortune familiale s'évapora, et à travers tout, Trevor maintint son innocence concernant les paquets, le harcèlement, l'incident du garage. Il n'y avait pas de preuves le connectant, la police enquêta mais ne trouva rien, Santiago et son équipe étaient des fantômes. 6 mois plus tard, Trevor s'assit à nouveau au tribunal de la famille, cette fois, l'audience était pour la garde permanente. « Monsieur Walker, dit le juge Ace, j'ai revu l'affaire extensivement. Les condamnations criminelles, les évaluations psychologiques, les preuves d'abus, je vous accorde la garde permanente complète d'Emma Walker. Les droits parentaux de Madame Anna Sears sont par la présente terminés. » Trevor sentit Emma serrer sa main. Elle s'assit à côté de lui maintenant, marchant mieux, souriant plus, guérissant lentement. « Merci, votre honneur. » Dehors du tribunal, Oscar les serra tous deux. « Tu l'as fait? Trev, tu as gagné. » Trevor baissa les yeux sur sa fille, qui dessinait sur un bloc pendant qu'il parlait. Elle avait commencé la thérapie artistique, trouvait ça utile. Elle dessinait leur maison, ajoutant des fleurs au jardin, un ensemble de balançoires dans la cour. « Oui, dit Trevor, nous avons gagné. » Mais cette nuit-là, après qu'Emma fut endormie, Trevor s'assit sur son porche avec une bière et pensa à ce qu'il avait fait. La ligne qu'il avait franchie, les parties de lui-même qu'il avait ressuscitées, qu'il avait juré d'enterrer, Santiago le rejoignit, apparaissant de l'obscurité comme il le faisait toujours. « Des regrets ?» demanda Santiago. « À propos de protéger ma fille ? Jamais. À propos des méthodes ? Parfois, ils ont torturé un enfant. Ils ont eu ce qu'ils méritaient, peut-être, mais je ne suis pas sûr d'être meilleur qu'eux maintenant. » Santiago fut silencieux un moment. « La différence est que tu as fait ce que tu as fait par amour. Ils l'ont fait par cruauté. Ça compte? Est-ce que ça compte pour Emma? Ça compte. Elle a récupéré son père. Elle est en sécurité. Elle guérit. C'est ce qui compte? » Trevor savait que Santiago avait raison. Mais il savait aussi qu'il porterait le poids de ses choix pour toujours. Les paquets, la surveillance, la scène du garage, légaux ou non, moraux ou non. Ses actions avaient des conséquences pour la famille Sears et pour sa propre âme. Mais quand il vérifia sur Emma, avant le coucher, la vit dormir paisiblement sans cauchemar pour la première fois, en mois. Il savait qu'il ferait les mêmes choix à nouveau. Certains méritent la justice, d'autres méritent la vengeance. Et parfois la différence entre les deux n'est qu'une question de perspective. Trevor Walker avait appris à vivre avec cette ambiguïté parce qu'au final, sa fille était en sécurité et il lui avait promis de la protéger. Trevor Walker tenait toujours ses promesses. Épilogue. 5 ans passèrent. Emma Walker, maintenant 13 ans, faisait de l'athlétisme à son collège et avait découvert un talent pour la peinture.
Les cicatrices sur ses genoux s'étaient estompées en fines lignes blanches. Les cicatrices psychologiques prirent plus longtemps, mais la thérapie aida. Elle avait des cauchemars parfois, mais moins fréquemment. Elle riait plus. Elle ne demanda jamais pour sa mère. L'atelier de meubles de Trevor s'agrandit. Il engagea 3 employés, se spécialisant dans des pièces sur mesure vendues à travers l'État. Oscar devint son partenaire d'affaires. Gérant les livres, tandis que Trevor gérait l'artisanat, Randolph Sears purgea 8 ans de sa sentence de 12 ans avant de mourir d'une crise cardiaque en prison. Trevor n'assista pas à l'enterrement, Emma non plus. Anna déménagea en Oregon, changea de nom, essaya de recommencer. Trevor entendit, via la vigne légale, qu'elle était entrée en thérapie, essayait de comprendre son propre enfance, les cycles d'abus qu'il avait façonnés. Il espérait qu'elle trouve la paix pour son bien, si ce n'est pour le sien. Stanley et Philip quittèrent, tous deux, la Californie, coupèrent les liens avec le nom de famille. Trevor n'entendit plus jamais parler d'eux. Santiago et l'équipe dérivèrent vers leur propre vie, mais ils restèrent en contact. Cartes de Noël, appels occasionnels, le lien forgé pendant ces semaines resta. Et Trevor, il sortait occasionnellement, mais rien de sérieux. Son focus était Emma, son travail, construire une vie normale et sûre et bonne. Un soir, alors qu'il finissait le dîner, Emma leva les yeux de ses devoirs. « Papa, puis-je te demander quelque chose ?»« Toujours. Qu'est-ce qui est arrivé à grand-père Randolph ? Je veux dire, je sais qu'il est allé en prison, mais est-ce que quelque chose d'autre est arrivé ? Les trucs avec les paquets et tout ça ?» Trevor s'était demandé quand cette question viendrait. Emma était intelligente, perspicace. Elle avait assemblé des pièces au fil des ans. « Qu'est-ce qui te fait demander ? J'ai entendu l'oncle Oscar te parler une fois de Santiago. De la phase 2, je ne comprenais pas alors, mais j'y ai pensé. » Trevor considéra mentir, considéra la protéger de la vérité de ce qu'il avait fait, mais Emma méritait l'honnêteté, dans la mesure du raisonnable. « Ton grand-père t'a blessé gravement, et le système judiciaire, aussi bon soit-il, ne pouvait pas te donner une justice complète, donc je me suis assuré qu'il comprenne ce qu'il avait fait, me suis assuré qu'il ressente des conséquences au-delà d'un tribunal. » Emma fut silencieuse, traitant « Est-ce que tu lui as fait mal ? Pas physiquement, mais oui, je me suis assuré qu'il souffre. Lui et tous les autres qui étaient là ce jour-là. » « Bon ?» Le mot unique surprit Trevor. « Bon ?» Emma rencontra ses yeux. « Il m'a blessé ? Papa, ils l'ont tous fait ? Ils auraient dû souffrir ? Je suis contente que tu les aies faits. Emma, je sais ce que tu vas dire. Que la vengeance est mal, que je devrais pardonner, que s'accrocher à la colère n'est pas sain. Ma thérapeute dit ça aussi. » Elle sourit légèrement. « Mais je n'ai pas à leur pardonner. Et tu m'as protégée. Pas juste légalement, mais de toutes les façons. Tu t'es assuré qu'ils ne puissent plus me faire de mal. » Trevor sentit l'émotion serrer sa gorge. « Tu es sage au-delà de tes années. Gaminet, j'ai appris de mon papa. » Elle retourna à ses devoirs. Puis casuellement, « Si j'ai un jour des enfants, je les protégerai comme tu m'as protégé. J'espère que tu n'auras jamais à le faire. Moi aussi. Mais si je dois, je saurai comment. » Trevor se leva, contourna la table, serra sa fille dans ses bras. Elle le serra en retour, forte et entière dans ses bras, dehors. Le soleil se couchait sur Oakland, peignant le ciel en nuances d'orange et de rouge. Demain apporterait de nouveaux défis, de nouvelles joies, de nouveaux moments de guérison. Mais ce soir, Trevor Walker s'assit avec sa fille, l'aida avec ses devoirs d'algèbre et ressentit quelque chose qu'il n'avait pas ressenti depuis des années, la paix, le genre qui venait de savoir qu'il avait fait ce qui était nécessaire, protégé ce qui comptait le plus, et survécu avec son âme en grande partie intacte, le genre qui venait de tenir ses promesses, le genre qui venait d'être un père, et au final, c'était assez, c'est là que notre histoire se termine. Partagez vos pensées dans la section commentaires. Merci pour votre temps. Si vous avez aimé cette histoire, abonnez-vous à cette chaîne, cliquez sur la vidéo que vous voyez à l'écran et je vous verrai